Merci Frédéric, merci Hervé et merci aux réanimateurs. Je suis toujours content de venir parler parmi vous. Je dis toujours que la réanimation, c'est la médecine interne à son summum et on va voir que le sujet d'aujourd'hui n'en déroge pas. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Alors d'abord un petit rappel sur la classification des vascularites. Les vascularites, on les classe en fonction de la taille des vaisseaux atteints et sur des données physiopathologiques. On va voir tout de suite comment. Donc il y a les vascularites des gros vaisseaux, ce qu'on appelait avant la maladie d'Orton, maintenant qu'on appelle l'artérite à cellules géantes, et la maladie de Takayasu. Ensuite il y a les artères, les vascularites qui atteignent les artères de moyen calibre. Donc les gros vaisseaux, c'est l'aorte et ses branches les plus directes. Les vascularites des artères de moyen calibre, ce qu'on appelle la polyarthrite, la périartérite noueuse, la maladie de Kawasaki qui est quand même essentiellement une maladie pédiatrique. Et puis ensuite, il y a ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui pour l'aspect réanimatoire de ces pathologies, c'est les vascularites qui atteignent les artères de petit calibre. Et là, on sépare les vascularites qui sont associées à la présence d'ANCA, avec la micropolyangéite, ce qu'on appelait avant la maladie de Wegener et la maladie de Churg-Strauss, et les vascularites des petits vaisseaux qui sont en rapport avec des précipitations d'hymen complexes, c'est le purpura rhumatoïde et les vascularites des cryoglobulinémies. Alors, le changement des vascularites, c'est la terminologie. La maladie de Wegener a été débaptisée pour être appelée GPA, ou granulomatose avec polyangéite, et la maladie de Churg-Strauss s'appelle désormais le GPA, c'est-à-dire la granulomatose polyangéite avec hyperéosinophilie. Le terme de purpura rhumatoïde n'est plus employé, maintenant on parle de vascularite à IgA, et quant à la micropolyangéite, on parle de MPA. Donc pendant ce topo, je vais utiliser ces acronymes, mais en vous rappelant les termes anciens parce que ce n'est pas forcément facile à intégrer d'emblée. Donc on va essentiellement parler aujourd'hui des vascularites à ANCA et de la PAN. Je parlerai un petit peu des vascularites associées au cryo et des vascularites à IgA. On pourrait longuement parler de la maladie de Behçet parce que c'est une vascularite, mais étant donné que je n'ai que 25 minutes, j'ai pris le choix de ne pas parler de la maladie de Behçet qui est vraiment une pathologie à part. L'artérite gigantocellulaire, la maladie de Takayasu, c'est des pathologies qui peuvent entraîner des complications graves, mais qui entraînent quand même rarement les malades en réanimation. Et je ne parlerai pas du Kogan et du Kawasaki, qui sont des pathologies exceptionnelles. Alors, quand on regarde les manifestations cliniques des différentes vascularites, je ne vais surtout pas vous commenter cette plaque en détail parce que ça prendrait trop de temps et ça n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant pour vous, réanimateurs, c'est de savoir quelles sont les atteintes de ces maladies qui peuvent amener les malades en réanimation. C'est quand même essentiellement le rein et le poumon. Si on regarde la micropolyangéite, les complications qui vont entraîner des atteintes systémiques graves pouvant emmener les malades en réanimation, c'est les atteintes glomérulaires et les hémorragies intra-alvéolaires. Pour la GPA, c'est-à-dire l'ex-maladie de Wegener, la granulomatose avec polyangéite, c'est un peu la même chose. Dans l'angéite de Churg-Strauss, la vascularite avec hyperéosinophilie, c'est quand même essentiellement l'atteinte cardiaque. Et la PAN, qui est une maladie quand même maintenant relativement rare, puisque c'était une pathologie qui était souvent associée au virus B et on en voit moins, mais la PAN, là, par contre, ça peut avoir une atteinte notamment digestive, rénale plus rarement, cardiaque, système nerveux central. Alors l'atteinte rénale des vascularites, c'est essentiellement des glomérulonéphrites rapidement progressives qui vont donner une insuffisance rénale qui peut se retrouver avec un malade avec 700 de créate, une oligurie, voire une anurie en l'espace de quelques semaines, voire quelques jours dans des formes exceptionnellement graves. Donc il y a une atteinte du sédiment urinaire avec une protéinurie hématurie. Il n'y a pas toujours un syndrome néphrotique, contrairement à ce qu'on voit dans les glomérulopathies membrano-prolifératives ou extramembraneuses. Et l'hypertension artérielle est rarement au premier plan, sauf dans la PAN, mais la PAN, c'est vraiment un mécanisme ischémique différent. Si on faisait une biopsie rénale, et on discutera la place de la biopsie rénale dans ces situations d'urgence, on aurait une glomérulopathie nécrosante post-immune, c'est-à-dire qu'on a peu de dépôt d'immunoglobulines. Les autres atteintes néphrologiques graves qu'on peut voir au cours des vascularites, mais qui sont beaucoup plus rares, c'est éventuellement des atteintes rénales obstructives avec des fibroses rétropéritonéales qu'on peut voir au cours de l'ex-maladie de Wegener. Et si vous avez la mauvaise idée de faire une PBR à une PAN qui a des micro-anévrismes, ça peut se compliquer d'un hématome périrénal. Le deuxième organe atteint, c'est essentiellement le poumon et c'est essentiellement les hémorragies intra-alvéolaires.
Alors vous êtes réanimateur, je ne vais pas vous faire l'injure de vous décrire l'hémorragie intra-alvéolaire, mais pour vous rappeler quand même qu'il y a la triade anémie, hémoptysie, infiltrat pulmonaire, et que dans les hémorragies intra-alvéolaires, il y a des formes immunologiques qui nous concernent aujourd'hui, mais ça peut être aussi lié à des troubles de l'hémostase et ça peut être lié à des problèmes infectieux. Dans les hémorragies intra-alvéolaires qui concernent les vascularites, c'est souvent des hémorragies intra-alvéolaires qui vont s'installer en une dizaine de jours. Ce n'est pas quelque chose qui s'installe en 24 ou 48 heures, ce qui fait que le tableau anémie, hémoptysie, infiltrat pulmonaire peut être incomplet. Et quand elle est associée à une atteinte rénale, on parle de syndrome pneumorénal. Le LBA est bien sûr fondamental pour diagnostiquer ces hémorragies intra-alvéolaires. Et il faut faire attention au diagnostic différentiel, ne pas confondre une hémorragie intra-alvéolaire avec un OAP ou les complications infectieuses que j'ai déjà abordées. Alors il y a d'autres pathologies pulmonaires ou thoraciques qui peuvent se voir au cours des vascularites, en particulier, nous on a déjà vu des ruptures de nodules pulmonaires au cours du Wegener avec des tableaux d'hémopneumothorax, mais quand même en termes de fréquence, ce qui va emmener ces malades en réanimation, c'est l'hémorragie intra-alvéolaire. Troisième atteinte qui peuvent entraîner des complications entraînant des mises en jeu du pronostic vital et l'admission de ces malades en réanimation, c'est les atteintes digestives, et en particulier des ischémies mésentériques, avec surtout une atteinte du grêle et avec des risques de perforation. Plus rarement, on peut avoir des hémorragies digestives par rupture de microanévrisme dans la PAN macroscopique, et on peut avoir des pancréatites, mais c'est beaucoup plus rare. Alors l'atteinte digestive, c'est quand même avant tout la PAN, l'atteinte des moyens vaisseaux, et les micropolyangéites. L'atteinte cardiaque, on pourrait penser que les vascularites peuvent atteindre les coronaires, ça arrive, mais c'est quand même du domaine de la rareté, et c'est plutôt des atteintes myocardiques ischémiques qu'on voit essentiellement au cours de l'angéite de Churg-Strauss, de l'EGPA, et on peut également voir des hypertensions artérielles extrêmement sévères au cours de la PAN. Donc, je termine sur le système nerveux en disant que les maladies systémiques peuvent atteindre le système nerveux, mais les maladies systémiques qui atteignent essentiellement le système nerveux, c'est le lupus, c'est la sarcoïdose et c'est la maladie de Behçet. On peut voir des atteintes du système nerveux central au cours des vascularites, mais c'est quand même, à mon avis, nettement moins fréquent que les atteintes rénales ou pulmonaires. Donc vous êtes face à un patient qui est en réanimation, qui est admis pour une glomérulonéphrite rapidement progressive, qui est admis pour une hémorragie intra-alvéolaire, qui est admis pour une ischémie digestive. Comment vous allez faire pour évoquer le diagnostic de vascularite et pour aboutir au diagnostic? Eh bien, c'est là où, à l'heure du PET scan, de la biologie moléculaire, la réanimation, ça reste de la médecine interne, ça reste de la médecine clinique, et c'est là où il est important, de regarder le dossier et de s'apercevoir que quand on arrive en réanimation avec une atteinte rénale ou une hémorragie intra-alvéolaire, généralement on est malade. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs semaines où on a une altération de l'état général, une fièvre spécifique, un syndrome inflammatoire inexpliqué. Et on a 4 organes qui peuvent être atteints. C'est l'appareil rhumatologique, c'est des patients qui ont souvent des arthralgies, des arthromyalgies, voire des arthrites, qui vont avoir des manifestations cutanées, donc il faut les examiner, il faut rechercher un livédo, il faut rechercher un purpura vasculaire, il faut regarder s'il n'y a pas une perforation de la cloison nasale qui peut être visible à l'œil nu et qui va vous orienter vers un Wegener. Il faut bien sûr rechercher une atteinte rénale, alors si le malade rentre pour ça c'est évident, mais un patient qui rentre pour une hémorragie intra-alvéolaire, la bandelette urinaire qui vous montre 3 croix de sang, 3 croix de protéines à 21h un vendredi soir, d'emblée vous partez sur un diagnostic de vascularite, et puis l'examen clinique à la recherche d'une mononeuropathie multiplexe avec l'abolition d'un réflexe. Donc, l'analyse clinique simple peut vous apporter beaucoup. Alors voilà quelques signes cutanés. Bon, ça, un purpura vasculaire, on ne passera pas à côté. Un livédo, là c'est un patient qui a un Wegener, vous voyez, qui a perdu quelques orteils dans la bataille. Alors, le terme vascularite cutanée ne veut pas dire vascularite systémique. Par exemple, ça peut être une simple angéite leucocytoclasique liée à la prise d'un médicament. Mais dans un contexte de réanimation, c'est clair que, bien évidemment, un patient qui a une hémorragie intra-alvéolaire et qui a ça sur les jambes, vous allez immédiatement vous demander s'il n'a pas une vascularite systémique. Ce qui nous a apporté beaucoup, c'est bien évidemment les ANCA, les anticorps anticytoplasmes des polynucléaires, avec 2 bémols. Le premier bémol, c'est que les ANCA ils vont d'abord être recherchés par une technique d'immunofluorescence. Donc votre immunologiste va vous dire il y a des anticorps anticytoplasmes des polynucléaires qui peuvent avoir une fluorescence cytoplasmique ou périnucléaire.
immédiatement, quand votre immunologiste va voir que l'immunofluorescence est positive, il va faire un ELISA et il va regarder avec différents substrats antigéniques vers quel antigène est dirigé votre anticorps cytoplasme des polynucléaires. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a des tas de situations pathologiques ou non pathologiques dans lesquelles vous avez des ANCA, mais pour lesquelles vous n'aurez ni des anti-PR3, ni des anti-MPO en ELISA. Et donc avoir des ANCA sans anti-PR3, sans anti-MPO n'est en aucun cas un signe de vascularite. Donc vous êtes obligé d'avoir cette ELISA et cette recherche. Les anti-PR3, dans 90% des cas, c'est une GPA, c'est un Wegener, c'est quasiment pathognomonique du diagnostic. Et ils sont présents dans plus de 90% des cas. Donc, excellente valeur diagnostique. Les anti-MPO, les anti-myélopéroxydases, dans les micropolyangéites ou dans l'ex-Churg-Strauss, ils sont présents dans 50 à 70% des cas. Donc le message, c'est oui, les ANCA nous ont apporté beaucoup dans le diagnostic, et on va en reparler, mais je pense qu'il y a vraiment des situations où on n'a plus besoin de faire de PBR, en tout cas dans des situations d'urgence. Par contre, l'absence d'ANCA ne vous élimine en aucun cas une vascularite, puisque on a vu que dans une micropolyangéite qui peut donner une hémorragie intra-alvéolaire, vous avez quand même 30 ou 40% de malades qui n'auront pas d'ANCA détectable. Le troisième message que je voulais vous faire passer, c'est que je ne sais pas dans quel centre vous travaillez, mais si vous prenez votre téléphone et que vous motivez votre immunologiste, des ANCA, on peut les avoir en 24 heures. Et ça, dans un contexte de réanimation, c'est important, parce que ce sont des situations où le pronostic vital est en jeu, et où on est dans une situation d'urgence pour mettre en route les traitements. Alors, il y a des diagnostics différentiels, hein, quand on a du purpura vasculaire, une altération de l'état général, une multinévrite, on a le droit d'avoir autre chose qu'une vascularite. On peut avoir des emboles de cholestérol, que je ne commenterai pas, tout est sur cette plaque. On peut avoir une endocardite infectieuse lente avec des mécanismes immunologiques. Donc bien évidemment, vous êtes quand même obligé de faire une démarche pour éliminer une infection ou des diagnostics tels que celui-ci, embole de cholestérol. Alors sur cette plaque, vous avez le kit diagnostic simple de l'interniste en détresse, avec sur la gauche les examens simples. Vous voyez là-dedans, il n'y a rien de compliqué, hein. Il n'y a pas des dosages que vous êtes obligé d'envoyer dans un laboratoire au fin fond de la France. Ça, c'est vraiment des tests biologiques simples qu'on peut avoir n'importe où. Et je vous ai surligné en bleu les tests qui ont un intérêt pour le diagnostic de vascularite, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qui est en noir. Et c'est clair que devant une hémorragie intra-alvéolaire, c'est peut-être une vascularité en cas, mais c'est peut-être aussi un lupus, et donc bien évidemment vous allez faire ce bilan complet devant un tableau de vascularite pour ne pas passer à côté d'une vascularite éventuellement satellite d'un lupus, pour ne pas passer à côté d'une vascularite d'origine virale, et donc bien évidemment rechercher le virus B, le virus C, le VIH. Alors la question c'est, faut-il faire une biopsie ? Ça, c'est une vraie question. Vous êtes en réanimation, votre patient a une hémorragie intra-alvéolaire, il a une atteinte glomérulaire rapidement progressive. Est-ce qu'il faut lui biopsier son rein? Alors ça, c'est souvent des discussions avec nos collègues et amis néphrologues où on n'est pas toujours d'accord. Moi, je travaille dans un hôpital où les néphrologues aiment bien faire des PBR en disant ça a une valeur pronostique. Ok, ça a une valeur pronostique, mais quand vous êtes en réa et que vous avez un malade qui a 500 de créate et qui a l'hémorragie intra-alvéolaire et qui a des ANCA avec des anti-PR3, quel que soit le résultat de la PBR, de toute façon, vous allez lui faire des corticoïdes et de l'endoxan. Donc je pense que sur les biopsies, il faut probablement se calmer ou en tout cas les discuter. La biopsie cutanée, elle peut être intéressante, bien évidemment, si vous avez un purpura, mais il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, une vascularite cutanée ne signe pas une vascularite systémique. Quant à la biopsie du nerf périphérique, elle peut entraîner quand même des complications, donc c'est à discuter au cas par cas. Là, c'est un score que je trouve intéressant, qui est fait par nos collègues de Tenon sur les hémorragies intra-alvéolaires. Et vous voyez un score qui, devant une hémorragie intra-alvéolaire, est des items qui vont vous orienter vers une hémorragie intra-alvéolaire d'origine immunologique, c'est-à-dire un lupus ou une vascularite, c'est-à-dire une installation rapidement progressive des symptômes en plus de 10 jours, et puis des signes extrapulmonaires. Bon, la PBR, c'est pour vous rappeler que si vous êtes dans un contexte de possible périartérite noueuse et que vous voulez faire une PBR, attention d'éliminer la présence de microanévrisme, parce que sinon il y a un risque d'hématome périrénal. Alors généralement, quand on fait une PBR, c'est que le malade a une créate normale, donc l'artériose, c'est compliqué à faire, mais avec les nouvelles techniques d'imagerie, en particulier l'angio-IRM ou les angioscanners, il faut injecter de l'iode, on peut être amené à faire des diagnostics de microanévrisme. Alors passons au traitement.
En haut, c'est ce qu'on faisait jusqu'ici. Donc une vascularite grave en réanimation, globalement le traitement c'est corticoïdes, cyclophosphamide. Je passe sur les traitements azatioprine, métaux, immunoglobuline, anti-TNF. Ça, c'est à discuter dans des situations. C'est pas la discussion du réanimateur. Les deux autres questions que va se poser le réanimateur, c'est est-ce que je peux éventuellement faire du rituximab et est-ce que je dois faire des échanges plasmatiques. Alors le rituximab, il y a quand même, vous voyez, là, 4 papiers dans le New England. Donc quand il y a 4 papiers dans le New England pour un même médicament dans une même maladie, c'est globalement ça marche. Et oui, ça marche. Le rituximab a clairement révolutionné la prise en charge des vascularites à ANCA. Mais attention, dans ces 4 études, les patients qui avaient les vascularites les plus graves ont été exclus des études. Donc aujourd'hui, quand on regarde les recommandations du groupe français d'études sur les vascularites, effectivement, en première intention, je crois qu'il y a beaucoup d'études maintenant, beaucoup d'équipes qui sont passées au rituximab plutôt que mettre de l'endoxan, en particulier chez une femme jeune. Mais par contre, quand on est dans un contexte de réanimation, qu'on a un malade qui a plus de 350 de créate, qui a un malade qui a une hémorragie intra-alvéolaire et qui est ventilé, normalement, on doit faire de l'endoxan. Et quand on discute avec nos collègues qui ont la plus grande expérience des vascularites, ils nous disent quand même que l'endoxan agit probablement encore un petit peu plus vite que le rituximab. Donc je pense que pour réanimateur, l'endoxan reste le traitement de première intention, même si les choses pourraient être amenées à changer dans un avenir proche. Les échanges plasmatiques. Alors il y a 2 études qui ont montré que les échanges plasmatiques avaient un intérêt dans les vascularites graves. Je n'en présenterai qu'une, c'est celle de David Jane en 2007, où il y avait 150 malades qui avaient été randomisés échange, pas échange dans les vascularites graves avec plus de 500 de créate. Et cette étude a montré que la mortalité à 1 an était identique dans les 2 groupes. Donc les échanges plasmatiques ne diminuaient pas la mortalité. Je passe au passage sur la mortalité, 25% de mortalité à 1 an, pour vous montrer qu'une vascularite en réanimation, c'est grave. Et la mortalité était comparable dans les 2 groupes, mais par contre, il y avait une claire amélioration du pronostic rénal dans le groupe échange plasmatique. Et donc, aujourd'hui, les recommandations du JEFV, c'est de faire des échanges plasmatiques pour les formes les plus graves, c'est-à-dire plus de 500 de créate, ou si votre malade est oligurique, et dans les formes avec hémorragie intra-alvéolaire sévère. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une place pour faire des échanges plasmatiques de manière chez des malades moins sévères? Et là, il y a une étude actuellement qui est en cours, une étude multicentrique internationale dans laquelle il est prévu d'inclure 700 malades, vous avez bien entendu, 700 malades. Et cette étude, qui est une double randomisation, elle vise à préciser la place des échanges plasmatiques et la place des corticoïdes éventuellement à dose réduite. Donc aujourd'hui, cette étude, elle n'est pas terminée. Certaines équipes ont participé en France et on attend les résultats de cette étude avec intérêt. À côté de l'endoxan, vous allez faire des corticoïdes et généralement, quand on est en réanimation, on fait des bolus de solumédrol, des bolus de méthylprénisolone, 15 mg kg sans dépasser 1 gramme, 1 à 3 bolus. Je vous rappelle qu'il faut faire attention car les bolus, ça peut donner des troubles du rythme, ça peut donner des BAV. Et les rares accidents graves myocardiques qui ont été rapportés au cours des bolus de solumédrol, c'est précisément chez des malades en réanimation avec des défaillances multiviscérales. Mais enfin, en réanimation, généralement, on est scopé. Et puis après, on va faire un relais par la prénisone. N'oubliez pas la prophylaxie de la pneumocystose par le cotrimoxazole. Et si votre malade est allé en séjour d'endémie, n'oubliez pas la prévention de l'anguilule par le stromectol. Comment on fait de l'endoxan en réanimation? Les recommandations, c'est de faire du cyclophosphamide à la dose de 0,6 g/m² à J1, J14, J28. Et ensuite, on va faire 0,7 g/m² toutes les 3 semaines, en espérant qu'à J28, le malade sera sorti de réanimation et sera en milieu de médecine interne. Mais enfin, il y a quand même des patients qui vont passer plusieurs mois en réanimation. Et donc là, après avoir fait 3 bolus de cyclophosphamide rapprochés, vous allez passer à des bolus toutes les 3 semaines. Si le patient a une clairance inférieure à 30 ml, on a tendance à diminuer la dose à 0,5 g/m². Et si le malade a plus de 65 ans, à faire plutôt une dose fixe de 0,5 g, indépendamment du poids et de la surface corporelle. Le MESNA pour la prévention de la toxicité rénale, de la toxicité vésicale à ces doses-là est optionnel. Donc voilà pour les vascularites en cas. Deuxièmement, les vascularites de la cryo. Je vous rappelle que la vascularite de la cryo, c'est une vascularite des petits vaisseaux qui n'est pas liée à la présence d'ANCA, qui est liée à la précipitation de complexe humain. Et donc, vous savez qu'il y a 3 types de cryo. Il y a les cryotypes 1, qui sont en fait des hémopathies lymphoïdes B, et il y a les cryoglobulinémies mixtes,
type 2 où il y a un composant monoclonal et un composant polyclonal, et la type 3 où c'est uniquement polyclonal. Et là, les cryoglobulinémies mixtes, la principale cause en France, c'est le virus de l'hépatite C. Donc je pense que les vascularites de la cryo sont des maladies qui vont probablement nettement diminuer en incidence avec les nouveaux traitements, les antiprotéases, le sofosbuvir, qui clairement vont probablement éradiquer l'hépatite C, en tout cas à moyen terme. N'empêche qu'une vascularite de la cryo, ça va se manifester par un acrosyndrome, un purpurame vasculaire, parfois nécrotique, et puis ce qui nous ennuie quand un patient a une cryo, c'est s'il développe une atteinte rénale, qui est une atteinte glomérulaire, où là, il y a des dépôts d'hymen complexes dans le rein, et une atteinte neurologique périphérique, et puis vous avez là les curiosités biologiques qu'on peut voir chez un patient qui a une cryo, c'est-à-dire une consommation du complément, un facteur rhumatoïde positif, et puis des anomalies hématologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est la plaque de droite, c'est que parfois, la cryo peut donner des atteintes graves, mettant en jeu le pronostic vital, en particulier l'atteinte du système nerveux central, en particulier des atteintes rénales qui peuvent donner des glomérulonéphrites rapidement progressives, et en particulier des atteintes intestinales avec des ischémies digestives. Et occasionnellement, des atteintes à type d'hémorragie intra-alvéolaire. Donc la cryo fait partie du diagnostic que le réanimateur doit évoquer devant une glomérulonéphrite rapidement progressive, devant une hémorragie intra-alvéolaire, et donc vous avez ces formes graves réanimatoires qui, fort heureusement, ne sont pas très fréquentes, mais quand même existent et donc doivent être connues. Alors le traitement des vascularites de la cryo, c'est clair que quand on est dans le cas du virus C, c'est l'éradication du virus C, mais ça prend du temps pour être actif, et donc le rituximab a très clairement révolutionné la prise en charge des vascularites de la cryo HCV. Mais quand on est dans un contexte d'urgence catastrophique en réanimation, certes il y a le rituximab, mais finalement on retombe sur à peu près les mêmes traitements que tout à l'heure, c'est-à-dire échange plasmatique dans les formes les plus sévères et les corticoïdes qui sont tout à fait indiqués dans ces formes. Je terminerai le topo par les vascularites IgA, c'est-à-dire le purpura rhumatoïde. Le purpura rhumatoïde n'est pas qu'une maladie de l'enfant, c'est une maladie de l'adulte et c'est même une maladie gériatrique. Je vous rappelle qu'une vascularite IgA, ça donne un purpura nécrotique, une atteinte digestive et une atteinte rénale, mais il y a des formes graves avec des perforations digestives, des hémorragies intra-alvéolaires, des glomérulonéphrite rapidement progressives. Et là, le traitement est mal codifié, vraiment très mal codifié, pratiquement aucune donnée dans la littérature ou des données aboutissant à des résultats décevants, mais dans les formes graves gastro-intestinales ou dans les formes rénales, globalement on tombe toujours sur les mêmes traitements, c'est-à-dire corticoïdes, échange plasmatique plus ou moins endoxant. Donc pour terminer, vous avez vu que le poumon et le rein sont au premier plan, intérêt des ENCA pour le diagnostic. La clinique et l'anamnèse gardent tout leur intérêt pour le diagnostic. La réanimation, c'est de la médecine interne et c'est une urgence thérapeutique. Intérêt du cyclophosphamide dans les formes graves qui garde toute sa place et les échanges plasmatiques qui doivent être discutés au cas par cas. Je vous remercie.